Je m'appelle Zoé Turner. J'ai 48 ans. Et en ce moment, je suis assise seule dans mon bureau à domicile, la porte verrouillée. À fixer un verre de cabernet à moitié vide et à ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. Du soulagement. Un soulagement calme, lourd, presque effrayant. En bas, mon petit ami, enfin, mon futur ex-petit ami Daniel, 36 ans, hurle dans son téléphone. Sa voix résonne à travers les conduits de ventilation, sauvage et frénétique. Alors qu'il dit à quelqu'un que j'ai ruiné sa vie. Mais ce n'est pas moi qui ai apporté des papiers de rupture à notre dîner d'anniversaire. Je suis seulement celle qui les a signés. Il y a 7 ans, quand j'ai rencontré Daniel. Les gens m'avaient prévenu à propos de la différence d'âge. J'avais 41 ans et je dirigeais déjà un cabinet d'architectes prospères. Il en avait 29, un architecte d'intérieur aux yeux brillants qui essayait de faire ses preuves. Il avait cette énergie juvénile, cette ambition dévorante. Cette douceur dont je ne réalisais pas qu'elle m'avait manqué. Je pensais que nous étions bons l'un pour l'autre. Ma structure équilibrant sa créativité, sa spontanéité adoucissant mes routines strictes. Mais au cours des 2 dernières années, Daniel a changé. Ou peut-être a-t-il révélé qui il était vraiment. Cela a commencé subtilement. Des petites choses qu'il avait apprises de ses vidéos toxiques des réseaux sociaux. Des expériences relationnelles, des pièges émotionnels. Des tests présentés comme des défis romantiques. Si votre partenaire ne vous poursuit pas, il ne vous aime pas. Créez une crise pour voir s'il ou elle est à la hauteur. Testez son engagement quand il ou elle ne s'y attend pas. Il a commencé à orchestrer des drames comme si c'était un sport. Il bloquait mon numéro pendant une journée pour voir si je tenais assez à lui pour rentrer tôt. Il cherchait délibérément la dispute avant mes conférences. Espérant que je le choisirais lui plutôt que des projets de plusieurs millions de dollars. Une fois, parce qu'il insistait sur le fait qu'il se sentait abandonné. J'ai manqué un vol que mon assistante avait mis 9 mois à obtenir. Je lui ai dit et répété, Daniel. Je ne suis pas une adolescente. Je ne suis pas dans un jeu. Je t'aime et je suis fidèle. Mais je ne joue pas à des tests. Il boudait. Croisait les bras comme un enfant offensé et m'accusait d'être émotionnellement indisponible. J'aurais dû le voir à ce moment-là, mais l'amour vous rend têtu. Hier, c'était notre anniversaire. J'avais réservé une table dans un restaurant chic sur un toit avec vue sur la rivière. Un des préférés de Daniel. Je lui avais acheté un élégant bracelet en titane qu'il convoitait depuis des mois. Je voulais la paix, une soirée normale, une remise à zéro. Quand nous nous sommes assis, la soirée semblait en fait pleine d'espoir. Il a souri. Il m'a tenu la main. Il m'a embrassé la joue comme il le faisait avant. Je lui ai donné le bracelet. Il l'a mis. Il a murmuré, merci, bébé. Il est parfait. Puis quelque chose a changé dans son expression. Son regard est tombé. Sa respiration s'est légèrement accélérée, et il a mis la main dans la poche de son manteau. Au début, j'ai pensé que c'était un autre cadeau. Mais il a sorti une grande enveloppe Kraft et l'a fait glisser sur la nappe blanche vers moi. Ses mains tremblaient de manière trop dramatique pour être sincère. Sa voix tremblait de cette manière théâtrale à laquelle je m'étais habitué. Zoé, je ne peux plus continuer comme ça. Ma poitrine s'est serrée, non pas de chagrin, mais de reconnaissance. Je connaissais ce ton. Un autre test. Pourtant, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document intitulé « Une pétition pour la dissolution de la relation ». Des lignes, des champs et des espaces. Une mise en page qui ressemblait étrangement à de vrais papiers juridiques. Les termes étaient étonnamment raisonnables. Partage à 50/50 de l'épargne commune. Il garde sa voiture, que je paie. Je garde la maison que j'ai achetée avant notre rencontre. Pas de soutien financier, pas de compensation. J'ai parcouru les pages des yeux 2 fois. En tant qu'architecte, les contrats sont ma deuxième langue. Cet accord de rupture était bâclé, téléchargé et légèrement mal aligné. Mais suffisamment détaillé pour imiter la réalité. J'ai levé les yeux. Daniel me fixait avec des yeux grands ouverts, pleins d'attente. Il attendait des feux d'artifice, que je sanglote, que je le supplie ou que je m'accroche à lui.
Il voulait une crise de nerfs cinématographique. Il voulait que je joue la comédie. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'est immobilisé. Un calme étrange a envahi mon corps comme une profonde inspiration avant une tempête. Daniel, ai-je dit doucement. Tu veux renoncer au soutien financier. Il a cligné rapidement des yeux. Ce n'était pas la réplique qu'il attendait. Eh bien, oui. Sa voix s'est brisée. Je veux dire, si nous devions rompre, alors. Il a fixé son regard plus intensément, attendant, suppliant l'effondrement. Mais j'ai senti quelque chose en moi. Un pont qui s'affaiblissait depuis des années a finalement cédé en silence. Pas de colère, pas de larmes, juste de la clarté. D'accord, ai-je dit. Daniel a eu un léger sursaut. Que quoi? J'accepte ces termes, ai-je dit calmement. Il me semble bon. J'ai pris mon stylo. C'est là qu'il a paniqué. Il a retiré les papiers si vite qu'il a renversé son verre de vin. Le cabernet s'est étalé comme une ecchymose sombre sur la nappe. C'est une blague, a-t-il crié. Zoé, mon Dieu, arrête. C'est une blague. Un défi TikTok. Tu étais censé les déchirer. J'ai regardé la tache qui s'étendait. Une blague. 7 ans ensemble et ils simulaient la fin de notre relation pour attirer l'attention. Pour obtenir une validation, pour le drame. Tu voulais que je me batte pour nous, ai-je demandé doucement. Il a hoché la tête frénétiquement, des larmes se formant réellement. Oui, tu étais censé prouver que tu tenais encore à moi. J'ai regardé l'homme en face de moi. L'homme que j'avais autrefois aimé avec une dévotion calme et constante. Mais tout ce que je pouvais voir était un garçon de 36 ans jouant à la roulette de la rupture pour des scores émotionnels élevés. Quelque chose en moi s'est brisé, mais pas bruyamment. Plutôt comme une corde qui se rompt quelque part au fond de l'obscurité. Je me suis levé, j'ai retiré le bracelet de son poignet et je l'ai mis dans ma poche. Tu as mis une rupture sur la table, Daniel, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. J'accepte l'offre. Son visage s'est figé d'horreur. Zoé, s'il te plaît, non. Ce n'est pas réel. Le sentiment était réel, ai-je répondu. Puis je me suis retourné. J'ai fait un signe de tête au serveur pour qu'il apporte l'addition de mon côté, et je suis sorti. Daniel a appelé mon nom de plus en plus fort, mais sa voix s'estompait derrière moi. Étouffé par les rires et le cliquetis des verres. J'ai quitté le restaurant, quitté le chaos, quitté le test que je n'avais jamais demandé à passer. Et dès que l'air nocturne a touché ma peau, je l'ai senti. La paix. Une paix terrifiante, attendue depuis longtemps. Je n'ai pas répondu à ces 50 appels. Ce matin, j'ai appelé mon avocat. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ce n'était pas moi qui échouais au test. Je me suis installé dans un hôtel hier soir après avoir quitté Daniel au restaurant. Pas de valise, pas de plan, juste mon téléphone, mon sac à main. Et l'engourdissement qui s'installait dans ma poitrine. La chambre était froide et silencieuse, le genre de silence qui est à la fois réconfortant et cruel. J'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube. Mon téléphone vibrant toutes les quelques minutes avec le flot alterné d'excuses. De messages vocaux et de crises émotionnelles de Daniel. Zoé. S'il te plaît. C'était juste un test. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Tu me fais peur. Décroche. 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 Très bien. Si tu t'en fiches. Peut-être que je m'en fiche aussi. Je t'aime. S'il te plaît. Rentre à la maison. Ce n'est plus drôle. L'ironie a failli me faire rire. Il voulait une réaction, une performance dramatique de ma part. Pourtant, au moment où je n'ai pas joué le jeu, il s'est complètement effondré. J'ai à peine dormi. Mais à 8h00 du matin. Je suis entré dans le bureau de mon avocat avec une clarté qui ressemblait à une armure. David Evans est mon avocat depuis des années. Il est vif, méthodique et allergique à l'absurdité. Le professionnel parfait pour ma vie, et l'exact opposé du théâtre de Daniel. Je lui ai tout raconté, chaque détail. Chaque test que Daniel avait manigancé au cours des 2 dernières années.
Quand je suis arrivé à la partie sur les faux papiers de rupture, David s'est étouffé avec son café. Une blague, a-t-il répété. Il vous a signifié de faux papiers comme une blague? Téléchargé sur Internet, ai-je confirmé. David s'est penché en arrière, a pincé l'arête de son nez, et a effectivement ri. Un rire profond, incrédule qui a rempli la pièce. Eh bien, a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge. L'univers vous a finalement fait un cadeau. Un cadeau? Un homme prêt à renoncer à une pension alimentaire par écrit. Il a tapoté la table. Même si c'est faux. L'intention est réelle. C'est un levier. Nous allons rédiger de vrais documents aujourd'hui. Correspondant à ces termes, mais en béton. Pour la première fois en 48 heures. J'ai senti une étincelle de quelque chose d'autre que de la fatigue. Le contrôle. Je suis rentré à la maison vers midi pour prendre des vêtements et des dossiers pour le travail. Je m'attendais à ce que Daniel dorme ou fasse semblant de ne pas être là. Au lieu de cela, il était assis sur le canapé du salon, les coudes sur les genoux, les yeux rouges et fixes. Il semblait ne pas avoir dormi non plus. Quand je suis entré, il s'est levé si vite que la table basse a tremblé. Zoé. Sa voix s'est brisée sur mon nom. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. J'ai cligné des yeux. Terrible? Tu as disparu. Tu n'as pas répondu à mes appels. Tu n'es pas rentré à la maison. Il a pressé une main sur sa poitrine de manière dramatique. Sais-tu ce que ça m'a fait? Je l'ai regardé fixement. De toutes les choses qu'il aurait pu dire, c'était sa priorité. Je n'ai pas répondu, ai-je dit doucement, parce que je n'avais plus rien à dire. Son visage s'est tordu, un mélange de douleur et de colère. Mais avant qu'il ne puisse déclencher un autre monologue émotionnel, j'ai fouillé dans mon sac. Tiens, ai-je dit en lui tendant l'enveloppe que David avait préparée. De vrais papiers de rupture basés sur les termes que tu m'as donnés hier soir. Le corps entier de Daniel s'est raidi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce que tu as demandé. Zoé, arrête. Il a ri nerveusement, secouant la tête. C'était une blague. Une blague stupide. Les couples font ça tout le temps en ligne. Je voulais juste voir si tu te battrais pour nous. J'ai fini, ai-je dit. Mais je ne me battrai pas pour quelqu'un qui continue de mettre le feu à notre relation juste pour voir si je vais brûler. Sa mâchoire est tombée. Tu réagis de manière excessive. Non, ai-je dit. Pendant des années, j'ai sous-réagi. Sa respiration a vacillé. Zoé, je ne le pensais pas. Je t'aime. Tu pensais le sentiment. Si tu as pu prétendre nous quitter si nonchalamment. Je l'ai regardé dans les yeux. Alors tu ne comprends pas ce qu'est l'amour. Son expression s'est tordue de panique. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu fais vraiment ça pour une blague? Oui. Il m'a suivi dans toute la maison pendant que je faisais mes valises, plaidant, négociant, s'excusant. À un moment donné, il a bloqué la porte de la chambre avec son bras. S'il te plaît, a-t-il murmuré. Parlons. Je vais supprimer les vidéos. Je vais arrêter les tests. Je ferai tout ce que tu veux. Juste. Ne fais pas ça. Il fut un temps où j'aurais fondu, mais tout ce que je ressentais maintenant était de l'épuisement. Un épuisement profond, jusqu'à la moelle. Daniel, dis-je doucement, bouge ton bras. Il a hésité, puis l'a laissé tomber. Mais le regard sur son visage. Le regard d'un enfant qui vient de réaliser que le jeu n'est pas un jeu. A fait souffrir quelque chose en moi. Pas d'amour, de chagrin pour les années que je ne retrouverai jamais. La première attaque de Daniel est venue 1 heure plus tard. Alors que je sortais de l'allée, quelqu'un s'est mis devant ma voiture. Marissa, la meilleure amie de Daniel. Celle qui agissait encore comme si elle était dans une chambre de dortoir universitaire même si elle avait presque 40 ans. Celle qui l'encourageait avec ses tests. Elle s'est précipitée vers ma fenêtre et a frappé la vitre avec la paume de sa main. « Tu es un monstre », a-t-elle hurlé. Daniel est dévasté. Il a fait une erreur. Une seule. Et tu jettes 7 ans à la poubelle.
Tu ne t'es clairement jamais soucié de lui. J'ai baissé la vitre à moitié. Marissa, ai-je dit calmement. Si tu remettais une lettre de démission à ton patron pour rire et qu'il l'acceptait. De qui serait-ce la faute? Elle a cligné des yeux. C'est différent. Non, ai-je dit. Parce qu'une relation est plus importante qu'un emploi. Daniel a traité ça comme une blague. Pas moi. Son visage a rougi de rage. Tu es froide. Tu es sans cœur. Tu le punis. Le punir? J'ai croisé son regard. Non, j'accepte simplement l'offre qu'il a mise sur la table. J'ai remonté la vitre lentement. Elle l'a encore frappé, mais je m'éloignais déjà. Cette nuit-là, les parents de Daniel m'ont appelé. Sa mère sanglotait, son père plaidait. Zoé, il ne peut pas fonctionner. Il ne mange pas. Il dit que tu le détruis. Je suis restée respectueuse. C'étaient de bonnes personnes, mais ils n'avaient aucune idée de qui était vraiment leur fils. Daniel m'a remis des papiers de rupture le jour de notre anniversaire, ai-je dit doucement. Il m'a humilié en public. Je ne le détruis pas. Je m'éloigne de quelqu'un qui me manipule. Émotionnellement depuis des années. Sa mère a eu un hoquet de surprise. Mais il a dit que tu l'avais pris par surprise. Il a dit que c'était anodin. Il a renoncé à une pension dans les documents, Harry, ai-je dit. Il pensait qu'il obtiendrait une performance. Au lieu de cela, il a eu l'honnêteté. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Son père a parlé doucement. Je suis tellement désolé, Zoé. Quand je suis rentré à la maison, Daniel avait une autre tactique prête. Il était dans la cuisine, portant de l'eau de Cologne, une chemise moulante. Tenant un plateau de nourriture qu'il avait probablement commandé en faisant semblant de cuisiner. Il a souri d'un air tremblant. Le dîner est prêt. J'ai nettoyé toute la maison. Je veux parler. J'ai regardé les comptoirs impeccables, les bougies, l'effort. Tout cela fait par peur, non par amour. Daniel, ai-je dit, ça ne marchera pas. Son sourire s'est fissuré. Tu ne signeras pas ces papiers, a-t-il murmuré. Je ne te laisserai pas faire. Tu n'as pas à me laisser faire, ai-je répondu doucement. La rage a fait surface instantanément. Tu fais la plus grande erreur de ta vie. Non, ai-je dit en le dépassant. J'en corrige enfin une. Ses yeux brûlaient de trahison. Et alors que je me dirigeais vers la chambre d'amis pour dormir seul, je savais que ce n'était que le début. Le vrai conflit n'avait même pas encore commencé. Si je pensais que la panique de Daniel au restaurant était le comble de son chaos, je me trompais. Ce n'était que le début. Après avoir emménagé dans la chambre d'amis, la maison s'est transformée en un environnement hostile. Pas violent, pas explosif, mais émotionnellement radioactif. Chaque pièce était chargée de son désespoir, de sa peur, de son effondrement. Cela a commencé avec ce que j'appelle maintenant la phase du petit ami parfait. Le premier matin, je me suis réveillé à l'odeur des crêpes. Daniel avait préparé le petit déjeuner. Il déteste cuisiner. La cuisine était impeccable. Des bougies étaient allumées. Trop de bougies, donnant à la pièce une romance presque artificielle. Il était appuyé contre le comptoir, torse nu, essayant d'avoir l'air naturel. Bien que les cernes sous ses yeux le trahissent. Bonjour, dit-il doucement. J'ai préparé ton plat préféré. Mon plat préféré est le café noir, ai-je dit. Tu me connais depuis 7 ans. Son visage a eu un tic. Je peux en faire aussi, a-t-il dit rapidement. Je voulais juste faire quelque chose de gentil. Daniel, cela ne va rien arranger. Il s'est approché de moi, baissant la voix. Alors laisse-moi me racheter d'autres manières. Il a posé une main sur ma taille. Je l'ai retirée doucement, fermement. Non. Son corps entier s'est raidi comme si je l'avais giflé. Très bien, a-t-il marmonné. Sois froide. Mais je n'étais pas froide. J'en avais fini. Il y a une différence. Quand la séduction a échoué, il est passé à la culpabilité. Chaque fois que je traversais la maison, il soupirait de façon dramatique.
Se tenait la poitrine ou me fixait jusqu'à ce que je le reconnaisse. Quand la culpabilité n'a pas fonctionné, il a essayé la gentillesse. Il nettoyait de manière obsessionnelle. Il allumait des bougies partout. Il a acheté une bouteille de mon vin préféré, même s'il sait que je n'en bois que le week-end. Chaque geste ressemblait à une performance. Un acte final dans une pièce qu'il avait écrite sans me dire que j'avais été choisi pour le rôle. Et quand la gentillesse n'a pas fonctionné, il s'est tourné vers le sabotage. Le premier cas était accidentel. Je me préparais pour le travail quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ma garde-robe. 3 de mes tailleurs, des pièces sur mesure que je portais pour les présentations aux clients, pendaient bizarrement. J'ai touché le tissu. Ruiné, rétréci, déformé, feutré aux coutures. Daniel est apparu dans l'embrasure de la porte, tenant un panier à linge. Son expression un mélange d'innocence et de défi. Oh, a-t-il haleté, plaçant une main de façon dramatique sur sa bouche. Est-ce que je les ai fait rétrécir? Je suis tellement désolé. Zoé. Je ne savais pas qu'il ne pouvait pas aller au sèche-linge. Tu ne me l'as jamais dit. Daniel, ai-je dit calmement. Tu n'as jamais fait de lessive dans cette maison. Pas une seule fois. Ses yeux se sont plissés. Alors maintenant, tu m'accuses de l'avoir fait exprès. Je n'ai pas pris la peine de discuter. J'ai simplement pris des photos documentant chaque pièce abîmée. Il a regardé, le sang se retirant de son visage. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie les dommages à ton avocat, ai-je dit calmement. Ceux-ci seront déduits de ta part de règlement. Sa mâchoire est tombée. Tu es sérieuse. J'en ai assez d'être la méchante dans ta version de notre histoire. Je suis passé devant lui. Il a donné un coup de pied dans le panier à linge contre le mur. Le deuxième sabotage était plus intelligent. Ciblé. J'étais en appel Zoom avec l'un des plus gros clients que mon cabinet ait jamais obtenu. Un contrat de réaménagement urbain de plusieurs millions de dollars. 15 minutes après le début de la réunion, l'écran s'est figé. Plus de Wi-Fi. Je suis allé au placard du serveur où se trouve le routeur. Verrouillé. La serrure avait disparu. Dévissée. Manquante. Daniel était assis dans les escaliers, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. Oups, a-t-il dit. J'ai dû débrancher quelque chose par accident. Tu as débranché le routeur. J'ai dit que c'était un accident. Drôle, ai-je dit. Parce que la serrure a été enlevée. Il a haussé les épaules. Peut-être que tu as imaginé la serrure. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Puis je suis passé devant lui. J'ai ouvert le coffre-fort de mon bureau et j'en ai sorti une boîte en argent. Il a reculé. Qu'est-ce que c'est? Un système de verrouillage de qualité commerciale, ai-je dit. Puisque nos appareils partagés ne sont pas en sécurité, a-t-il raillé. Alors je suis encore le méchant. Non, ai-je dit froidement. Tu es la raison pour laquelle j'ai besoin de mesures de sécurité dans ma propre maison. Il est resté silencieux. Mais ses yeux brûlaient de haine. Pas de tristesse, pas de peur, mais de la haine. Et ce fut le premier moment où je me suis vraiment senti mal à l'aise. Plus tard cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir. Je l'ai entendu faire les 100 pas devant la porte de la chambre d'amis. D'avant en arrière, lent, délibéré. Il n'a pas frappé, n'a pas parlé. Il faisait juste les 100 pas comme un loup testant le bord d'une clôture. J'ai fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin. Je me demandais combien de temps il continuerait à sombrer avant d'atteindre la phase suivante. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 nuits plus tard, je suis entré dans la cuisine pour prendre de l'eau. Daniel n'était pas seul. Une femme se tenait à côté de lui, grande, athlétique, cheveux brillants, eyeliner épais. Elle avait l'air confuse et mal à l'aise. Ne s'attendant manifestement pas à trouver une autre femme dans la maison. Daniel a posé sa main sur son dos, me souriant narquoisement. Nous montons à l'étage, a-t-il annoncé bruyamment. Puisque nous sommes séparés. La femme s'est retournée. Tu n'as pas mentionné que ta petite amie vivait ici, a-t-elle dit en fronçant les sourcils. Ex, a sèchement répliqué Daniel. C'est mon ex. Elle n'a simplement pas encore déménagé.
Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Daniel. Juste pour que tu saches, ai-je dit calmement. Je suis propriétaire de cette maison. Il y a des caméras dans le couloir. Si vous montez à l'étage, cela comptera légalement comme une violation de domicile pendant une séparation légale active. Le visage de la femme a perdu ses couleurs. Tu ne m'as pas dit que vous viviez ensemble, a-t-elle murmuré en reculant. Je ne veux pas être impliqué là-dedans. Elle a attrapé son sac à main et s'est précipitée vers la porte. L'expression de Daniel s'est tordue de rage. Tu as tout gâché, a-t-il crié. J'ai le droit d'inviter quelqu'un. Pas dans ma maison, ai-je dit doucement. Et pas pendant que nous sommes en procédure judiciaire. Il a donné un coup de pied si fort dans une chaise qu'elle s'est renversée. Tu ruines ma vie. Je me suis approché juste assez pour qu'il recule. Tu as ruiné ta propre vie, ai-je dit doucement. Tu pensais juste que je resterais pour nettoyer. Son visage est devenu blanc. Pour la première fois, je l'ai vu clairement. Daniel n'était pas terrifié de me perdre. Il était terrifié de perdre le style de vie que je lui offrais, la stabilité, la maison, l'argent. L'identité qu'il s'était construite en étant le partenaire plus jeune et créatif d'une femme qui réussit. Il ne perdait pas une relation. Il perdait son filet de sécurité. Il a crié, il a juré, il a jeté un vase contre le mur, mais je suis parti. Je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Sa panique n'était pas le pire. Le pire était encore à venir. La vérité. La crise de colère de Daniel à propos du vase aurait dû être la fin de cette nuit-là. Mais avec le recul, ce n'était qu'une autre fissure dans un barrage qui était déjà en train de céder. Je pensais que les cris, le sabotage, les embuscades émotionnelles étaient le pire qu'il pouvait faire. Je n'avais pas encore découvert la vérité silencieuse et préméditée, cachée dans un écran lumineux sur notre tablette partagée. Cela a commencé le lendemain matin. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand Daniel est entré en trombe derrière moi. Il n'a pas dit bonjour. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste sifflé. J'ai parlé à un avocat. J'ai siroté mon café. Bien. Tu vas le regretter, a-t-il craché. Je vais réclamer la moitié de ton cabinet, $6 000 par mois et la maison. Je me suis retourné calme, froide, fatigué. Tu peux réclamer ce que tu veux, Daniel. Ça ne veut pas dire que tu l'obtiendras. Oh, tu te crois intouchable, a-t-il ricané. Tu penses qu'être plus âgé et plus riche te rend plus intelligente. Mais ce n'est pas le cas. Il est parti de façon dramatique, claquant la porte de la chambre si fort que le cadre a vibré. Je suis resté là, dans la cuisine silencieuse, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, laissant la première vague de dégoût m'envahir. Puis quelque chose a fait tilt. Quand nous nous sommes disputés il y a 2 jours, Daniel a utilisé une phrase spécifique. Tu ne m'as jamais dit que ces costumes ne pouvaient pas aller au sèche-linge. Sauf qu'il n'avait aucune raison de penser qu'il devait y aller. Il n'avait jamais fait de lessive dans cette maison. Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi insignifiant? Parce que la vérité était plus laide. Un choix délibéré est plus facile à justifier si vous pouvez le présenter comme une erreur innocente. Et les erreurs dans le monde de Daniel viennent toujours avec une porte de sortie. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, plus profondément. Alors, je suis parti à la chasse. La tablette partagée était dans le salon, déverrouillée, face vers le haut sur la table basse. Je l'ai prise. Avec l'intention de vérifier seulement s'il avait cherché sur Google d'autres modèles de rupture. Ce que j'ai trouvé était bien pire. L'historique de recherche ne concernait pas seulement les blagues. C'était un plan, un calendrier, une stratégie. Comment effrayer son partenaire pour qu'il se soucie à nouveau de vous? Blague de rupture pour tester l'engagement. Modèle de lettre de rupture factice gratuit. Que advient-il des biens après 10 ans de vie commune? Comment fonctionne la pension alimentaire à long terme dans mon état? Quand une relation est-elle considérée comme à long terme légalement? Comment obtenir que son partenaire paie une pension alimentaire? Quitter son partenaire après avoir assuré sa stabilité financière. Et puis celle qui m'a glacé le sang.
Comment faire paraître des papiers de rupture réels sans payer d'avocat? Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas une question d'amour. Daniel avait fait des recherches sur la façon de sortir de notre relation. Mais selon ses propres termes. Avec un gain financier maximal à une date anniversaire stratégiquement avantageuse. Après une décennie, nous en étions à la 7e année. 7 ans où je l'ai soutenu, élevé, financé, étudié. Il planifiait une sortie qui me laisserait dévasté. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de plus sombre. De la clarté. J'ai fait une capture d'écran de chaque recherche, de chaque horodatage, de chaque page. Je les ai envoyés à David, mon avocat. Mon téléphone a sonné à peine 2 minutes plus tard. Zoé, a-t-il dit, la voix tendue. Il ne s'agit plus d'une rupture. Ce sont des preuves. Des preuves de quoi? D'intention, a dit David. Préméditation, manipulation, planification financière pour une séparation. Programmée pour obtenir un avantage. Ce n'étaient pas des blagues. C'étaient des répétitions. Il a expiré, incrédule. Tu dois comprendre que cela change tout. J'ai fermé les yeux. Mon cœur ne se brisait pas. Il s'endurcissait. Prépare tout, ai-je dit. Déjà en cours. La médiation était prévue pour la semaine suivante. J'avais vu Daniel sombrer. Je l'avais vu plaider. Je l'avais vu rager. Mais rien ne m'avait préparé à son comportement dans cette salle de conférence. Lorsque son avocat au rabais. Clairement le seul qu'il pouvait se permettre après que j'ai gelé l'accès à notre compte joint. A présenter ses demandes, j'ai presque ri. Je demande, a dit l'avocat avec confiance, $6 000 par mois de pension. La moitié du cabinet d'architecte de Madame Turner. La maison et une compensation pour détresse émotionnelle. Daniel s'est penché en arrière d'un air suffisant, comme s'il avait déjà gagné. Je suis resté parfaitement immobile. David n'a pas levé les yeux du dossier qu'il examinait. Après un long moment, il a fait glisser une feuille de papier sur la table. Une impression du faux document de rupture de Daniel. Avec tout le respect que je vous dois, a dit David. Votre client a volontairement rédigé et présenté ces termes. Il a renoncé à la pension par écrit. Daniel est devenu pâle. C'était une blague. Il a sèchement répliqué. Une farce. A acquiescé David calmement. Alors discutons de l'autre partie. Il a fait glisser un autre dossier, un dossier épais. L'avocat de Daniel a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? L'historique de recherche de votre client, a dit David. Ses recherches sur les stratégies de sortie financière, les lois sur la pension alimentaire, les échéanciers de division des biens, les modèles de rupture, les faux documents juridiques. Daniel a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti car là, en noir et blanc, se trouvait la vérité. Il n'avait pas testé mon amour. Il avait testé comment me quitter sans perdre d'argent. La blague était un galop d'essai. Daniel a fermé les yeux comme si la pièce tournait. Je ne pensais rien de tout ça, a-t-il murmuré. Mais son avocat se penchait déjà. Avez-vous vraiment cherché tout ça, a-t-il sifflé à voix basse. Daniel n'a pas répondu. Parce qu'il ne le pouvait pas. La vérité était indéniable. La façade, son innocence soigneusement entretenue. s'est brisé comme le vase qu'il avait jeté 2 nuits auparavant. David a fermé le dossier et l'a regardé directement. Daniel, ce n'était pas une blague, a-t-il dit doucement. C'était une préparation. La voix de Daniel s'est brisée. Je voulais juste savoir ce qui se passerait. Je ne la quittais pas vraiment. J'avais peur qu'elle me quitte. Et cela justifie de falsifier des documents de rupture, a demandé David. Le visage de Daniel s'est tordu de douleur, sa voix est tombée à un murmure tremblant. Je pensais que si elle voyait les papiers, elle réaliserait à quel point elle tenait à moi. Je pensais qu'elle se battrait. Je n'ai pas parlé. Pas encore. Pas pendant qu'il sombrait, car ce n'était pas le moment de la pitié. C'était le moment où il faisait face aux conséquences. Quand la médiation s'est terminée, Daniel a évité mon regard.
Il est sorti le premier en trombe, claquant la porte derrière lui. Son avocat l'a suivi lentement, secouant la tête. David s'est tourné vers moi. « Vous avez bien géré ça, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu immédiatement car je pensais à quelque chose que Daniel avait dit. Je pensais qu'elle se battrait. Mais il n'a jamais réalisé que je me battais depuis des années contre son insécurité, sa peur. Son besoin constant de validation, ses pièges émotionnels, ses tests. Et j'ai perdu cette bataille au moment où il a choisi le drame plutôt que le respect. Le moment où il a choisi une blague plutôt que l'honnêteté. Le moment où il a choisi de fabriquer une rupture au lieu de faire face à sa propre valeur. Je n'ai pas échoué au test. Le test a révélé qui il était vraiment. Et maintenant, il n'avait plus nulle part où se cacher. La semaine après la médiation fut calme, trop calme. Daniel n'a pas crié. Il n'a pas saboté. Il n'a pas arpenté le couloir la nuit comme un fantôme marchant aux confins de sa propre tombe. Il était immobile, et l'immobilité venant d'un homme bâti de chaos n'est jamais calme. C'est du calcul. Une tempête attendant la bonne baisse de pression. 3 jours avant notre deuxième session de médiation. Je suis rentré à la maison pour trouver Daniel assis à l'îlot de la cuisine. Les mains soigneusement jointes, les yeux gonflés mais étrangement calmes. « Zoé, dit-il doucement. Pouvons-nous parler ?» Il y avait un vide dans son ton qui a déclenché toutes mes alarmes internes. Pourtant, j'ai hoché la tête. « De quoi veux-tu parler ?» Il a dégluti difficilement. « Nous sommes ensemble depuis 7 ans, a-t-il dit. 7 ans, Zoé. Est-ce que cela ne signifie rien pour toi? 7 ans. 7 ans à le soutenir, le financer, le calmer, le porter à travers chaque insécurité, chaque crise. Chaque test, chaque falaise émotionnelle. Il sautait en s'attendant à ce que je le rattrape. 7 ans, ça signifie quelque chose. Ça signifie que j'ai essayé. Je me suis assise en face de lui. Ça signifie quelque chose, ai-je dit. Mais ça n'efface pas ce qui s'est passé. Ses lèvres ont tremblé. Tu fais vraiment ça. Sa voix s'est brisée comme de la glace fine. Tu me quittes vraiment. Tu as mis la rupture sur la table, ai-je dit. Je ne l'ai pas fait. Je t'ai dit que c'était une blague, a-t-il éclaté. Et je t'ai dit, ai-je répondu calmement. Qu'un partenaire qui plaisante sur la fin de la relation n'est pas un partenaire. C'est un passif. Il a cligné rapidement des yeux, la panique montant de nouveau. Zoé. S'il te plaît. J'ai été stupide. Je le sais. J'étais peu sûr de moi. Je ne savais pas comment te parler. Tu es si confiante et posée et sa voix a fléchi. Et moi non. Je pensais que je devais te tester parce que je ne me suis jamais senti assez bien pour toi. Sa vulnérabilité m'aurait peut-être touché autrefois, mais maintenant. Cela ressemblait à une réplique répétée dite trop tard. Daniel, ai-je dit doucement. Je t'ai dit pendant des années que je voulais de l'honnêteté, pas des tests. Mais je ne savais pas comment te donner ça. Sa respiration est devenue haletante, ses mains tremblantes, ses yeux brillants. Je perds tout, a-t-il murmuré. Tu ne comprends pas. Sans toi, je n'ai rien. Voilà. Pas je te perds. Pas je perds la femme que j'aime. Non, il perdait le filet de sécurité, le style de vie. Le confort d'être maintenu à flot par le succès de quelqu'un d'autre. Et il le savait. La deuxième session de médiation a été le point de rupture. Nous étions assis dans une salle de conférence silencieuse, mur blanc, table en verre. L'odeur stérile de la paperasse et de la tension. Daniel avait l'air pire qu'avant, les cheveux en désordre, la chemise froissée. Un homme qui s'effilochait. Son avocat a tenté de regagner du terrain. Nous contre-proposons avec. David a levé la main. Froid, calme, mortel. Non, a-t-il dit. Notre contre-offre est ci-dessous. Un rachat forfaitaire représentant la moitié de l'appréciation de la valeur nette de la maison. 150 000 $. S'il signe aujourd'hui, nous nous séparons sans histoire. Pas de pension. Pas de réclamation supplémentaire. Daniel cligna des yeux, stupéfait. Ce n'est rien, suffoqua-t-il.
Ce n'est presque rien. C'est plus que ce que vous obtiendriez en procès, répondit David en douceur. L'avocat de Daniel a marmonné quelque chose à voix basse. Probablement, acceptez l'accord. Vous perdrez tout sinon. Mais Daniel n'écoutait pas. Il me fixait, les yeux pleins de trahison. Tu vas vraiment me laisser sans rien après tout ce que je t'ai donné? Je me suis tourné lentement. Qu'est-ce que tu m'as donné, Daniel? Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Il connaissait la vérité. En 7 ans, j'ai payé pour la maison, la voiture, les voyages, les meubles, les sorties. Ses projets créatifs et chaque crise qu'il a orchestrée pour attirer l'attention. Qu'est-ce que tu m'as donné, ai-je répété. Silence. Daniel a regardé ses genoux. Ses mains tremblaient violemment. Je t'ai donné de l'amour, a-t-il murmuré. Tu m'as donné du drame, ai-je dit. Ses yeux se sont relevés vivement. Ce n'est pas juste. C'est la vérité. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais la réaction que tu obtenais de moi. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, la douleur traversant son visage. Ce n'est pas. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais tu l'as fait. Je me suis penché en avant, la voix basse, posée, finale. Tu as créé crise après crise parce que le chaos te faisait te sentir important. Il a dégluti difficilement. Je pensais que si tu te battais pour moi, alors peut-être que je pourrais croire que tu m'aimais. J'ai fermé les yeux un instant. Quand je les ai rouverts, il était toujours là, fragile, brisé. Attendant le miracle qui ne viendrait pas. Daniel, ai-je dit doucement, je me suis battu. Pendant des années contre ton insécurité. Contre tes jeux. Contre ton besoin d'être la victime. Mais je ne passerai pas ma vie à prouver que j'aime quelqu'un qui continue d'inventer des raisons d'en douter. Son visage s'est décomposé. De vraies larmes, pas manipulatrices, pas théâtrales. Mais le genre de larmes qui viennent quand quelqu'un voit enfin le coup de ses propres actions. S'il te plaît, sa voix s'est brisée. S'il te plaît, ne pars pas. Je me suis levé lentement. David a placé les documents devant Daniel. Vous avez 10 minutes, a-t-il dit. Après cela, l'offre expire. Daniel a fixé les papiers, des larmes coulant dessus. Ce n'est pas juste, a-t-il murmuré. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je l'ai regardé une dernière fois. Tu l'as manifesté, Daniel, ai-je dit doucement. Tu voulais voir si je me battrais. Ceci est ma façon de me battre pour ma paix. Il a sangloté, de manière laide, brute, vaincu. Son avocat a poussé le stylo vers lui. Signé, Daniel, a-t-il murmuré. C'est le meilleur accord que vous obtiendrez jamais. La main de Daniel tremblait violemment alors qu'il prenait le stylo. Puis il a signé. Une signature en boucle, un dernier trait irréversible. 7 ans se terminant en un seul mouvement. Il a appuyé sur le stylo plus fort que nécessaire. Comme pour essayer de graver la douleur dans le papier, et quand il a eu fini, il l'a laissé tomber. Le son a résonné comme un claquement sec dans la pièce silencieuse. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. C'était fini. Il n'était plus mon partenaire, plus ma responsabilité, plus ma captivité émotionnelle. Il a levé les yeux vers moi, brisé. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, a-t-il murmuré. Je sais, ai-je dit. Et c'est exactement pourquoi je devais le faire. Je suis sorti de la salle de conférence sans regarder en arrière parce que ce n'était pas une victoire. C'était une libération. Et la libération n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin de silence. De paix. Daniel a déménagé 3 semaines après la médiation. Il n'a pas pris grand-chose, principalement des vêtements. Quelques œuvres d'art que j'avais achetées. Et quelques objets personnels dont il jurait qu'ils avaient une valeur sentimentale. Même si je ne l'avais jamais vu les toucher une seule fois. Il a laissé derrière lui les choses lourdes, les choses chères, les choses émotionnelles. Surtout, il a laissé derrière lui le silence. Un silence si épais que la maison semblait expirer après avoir retenu son souffle pendant des années. Le matin de son départ officiel. J'ai regardé de la fenêtre de l'étage alors qu'il verrouillait sa vieille Honda Civic.
Celle qu'il avait dû acheter après avoir vendu le luxueux VUS que je payais. Ses épaules étaient tendues. Ses yeux étaient vides. C'était un homme qui avait finalement épuisé toutes les ficelles à sa disposition et qui se retrouvait avec rien d'autre que les conséquences qu'il avait créées. Il n'a pas regardé la maison en arrière. Il est simplement parti en voiture. Et c'était la première fois depuis longtemps que je ne me sentais pas coupable. Je me sentais propre. 3 jours plus tard, une connaissance commune m'a envoyé un texto. Daniel dit aux gens que tu l'as pris par surprise. Bien sûr, qu'il le faisait. Selon lui, il était la victime d'une rupture sans cœur. Une femme plus âgée et cruelle qu'il avait utilisée pour sa compagnie et l'avait jetée comme un déchet. L'histoire s'est rapidement répandue dans son cercle social. Mais voici le rebondissement inattendu. Personne ne l'a cru. Les mêmes amis qui applaudissaient autrefois ces pitreries dramatiques prenaient maintenant tranquillement leur distance. Non par loyauté envers moi, mais parce que le drame sans argent, sans glamour, sans valeur de performance, n'est que des pleurnicheries. Marissa, sa meilleure amie, m'avait bloqué il y a longtemps, mais apparemment. Elle l'a bloqué la semaine dernière. J'ai entendu dire qu'il a pleuré sur le parking d'un restaurant de centre commercial quand elle lui a dit qu'elle en avait fini avec les personnes puériles qui se sabotaient elles-mêmes. Le karma a le sens de l'humour. Pendant ce temps, ma maison s'est transformée. J'ai engagé une équipe de nettoyage, repeint les murs, remplacé les meubles dont Daniel prétendait qu'ils reflétaient son esthétique. La maison est lentement passée du désordre chaotique au calme intentionnel. L'air semblait plus léger. Les pièces semblaient plus grandes. Les nuits semblaient calmes, non pas vides, mais paisibles. J'ai dormi avec ma porte déverrouillée pour la première fois depuis des mois. J'ai recommencé à arroser mes plantes. J'ai recommencé à cuisiner. J'ai recommencé à rire. Des petites choses qui semblaient insignifiantes jusqu'à ce que je réalise depuis combien de temps je survivais. Et non pas vivais. Recommencer à fréquenter quelqu'un ne faisait pas partie du plan. Mais la vie a une façon de placer des gens sur votre chemin lorsque vous vous y attendez le moins. Elle s'appelait Elenaria. Une avocate de 42 ans qui s'occupait d'une révision de contrat pour mon cabinet. Esprit vif, humour sec, belle d'une manière mature et pragmatique. Nous avons pris un café après une réunion un après-midi et je me suis retrouvé à lui raconter une version résumée de l'histoire. Pas toute la saga, juste la partie sur les faux papiers de rupture. Elena n'a pas ri. Elle ne m'a pas manipulé psychologiquement. Elle ne l'a pas romancé. Elle s'est assise en arrière, les sourcils levés, et a dit. C'est la chose la plus puérile que j'ai jamais entendue. Qui utilise l'insécurité comme une arme de cette façon? J'ai cligné des yeux parce que personne ne l'avait jamais formulé aussi simplement. J'avais passé tellement de temps à démêler les motivations de Daniel. Ses complexités et son histoire émotionnelle que j'avais oublié la vérité fondamentale. C'était puéril, manipulateur, cruel. Une manipulation émotionnelle déguisée en vulnérabilité. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle n'a pas essayé de me réparer ou de me disséquer. Elle a juste écouté. Je ne savais pas si c'était quelque chose de réel. Mais c'était la première fois depuis des années que je ne sentais pas que je devais me censurer pour être aimé. Et la solitude m'avait appris quelque chose. Si l'amour exige que vous vous rapetissiez, ce n'est pas de l'amour. Un soir, des mois plus tard, j'étais assis seul sur mon canapé. Le nouveau canapé, doux, gris et merveilleusement silencieux. Les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres. L'air vibrait de calme. J'ai pensé à Daniel, non pas avec nostalgie, mais avec clarté. Il voulait voir si je me battrais pour lui, mais je m'étais battu pour sa paix, son ego. Sa survie émotionnelle. Et j'ai perdu à chaque fois. Parce qu'il ne me demandait pas de me battre avec lui. Il me demandait de me battre pour lui contre ses propres blessures pendant qu'il continuait de les rouvrir. Je ne regrette pas d'être parti. Je regrette d'être resté aussi longtemps. Mais c'est ainsi avec les leçons. Elles n'arrivent jamais quand nous le voulons, seulement quand nous en avons besoin. Maintenant, quand les gens me demandent ce que j'ai appris, je dis ceci.
Si quelqu'un plaisante sur le fait de vous quitter, croyez-le. Si quelqu'un vous tend des papiers de rupture, même des faux, tenez-lui la porte ouverte. Ne suppliez pas. Ne poursuivez pas. Ne jouez pas la comédie. Se battre pour quelqu'un qui continue de menacer la relation. C'est comme essayer de construire une maison pendant un tremblement de terre. Certaines personnes n'ont pas besoin d'un partenaire. Elles ont besoin d'un public. Et je ne suis plus un public. Je suis libre. Un nouveau départ. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.